Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la figure de Charlie Kirk, cet influenceur trumpiste ultra-conservateur et populaire chez les jeunes Américains, assassiné la semaine dernière aux États-Unis et érigé en martyr de la liberté d'expression par le gouvernement de Donald Trump. Le pays est plus divisé que jamais. This incredibly destructive movement of left-wing extremism that has grown up over the last few years, and I believe is part of the reason why Charlie was killed. There is no unity with the people who celebrate Charlie Kirk's assassination. En appelant à une répression sans précédent contre la gauche radicale, le vice-président J.D. Vance plaide-t-il pour la loi du talion et la destruction à terme de l'état de droit? Comment empêcher la violence politique de métastaser? Pour reprendre les termes du gouverneur républicain de l'Utah, on en débattra ce soir. Avant de vous retrouver dans la dernière partie de l'émission, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et on évoque le Bloody Sunday, Elisabeth. Oui, 53 ans après le Bloody Sunday, un ancien militaire britannique est jugé en Irlande du Nord. C'est une première et l'occasion de revenir sur ce dimanche sanglant, le Bloody Sunday. Et vous, Marie? Une première mondiale en Albanie. Un poste de ministre vient d'être attribué à une intelligence artificielle. Fera-t-elle mieux qu'un humain? Ministre de quoi? Ministre des Travaux publics. Oula, à tout à l'heure. Et pour commencer, une avalanche de rapports sur l'environnement devrait nous mobiliser. Selon la Cour des comptes, le dérèglement climatique a coûté 300 milliards d'euros en 2024 à la communauté internationale. Et la sécheresse estivale, les épisodes de sécheresse ont coûté 10 milliards à la France, sans parler de la forêt amazonienne. Autre rapport qui montre qu'elle a perdu l'équivalent de la surface de l'Espagne en 40 ans. Notre poumon rétrécit. Pour évoquer l'inaction climatique incompréhensible, nous recevons le philosophe écologiste franco-suisse Dominique Bourg. Dominique Bourg, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Avant d'évoquer avec vous le coût astronomique de l'inaction climatique et puis aussi leçon des limites planétaires que vous venez de faire paraître chez Actes Sud, juste peut-être un mot à propos de la mort d'un cinéaste mais aussi d'un écologiste, on l'a appris aujourd'hui, Robert Redford. Il était assez engagé notamment contre les forages illégaux, il avait même préfacé la Bible de l'activisme, de la désobéissance civile écologique, le gang de la clé à molette. Vous avez un mot grand à texte dire? qui était très important dans la culture américaine ancienne, si j'ose dire, parce qu'aujourd'hui, on est sur toute autre chose. Alors, effectivement, c'était une très belle figure. Redford, Redford, voilà. Ça fait partie de ces gens qui mettent leur aura à disponibilité, la sensibilité du public aux dégradations infligées à la nature, à l'environnement. Et donc ça, en soi, c'est très important et très admirable. Et très précieux. Merci Dominique Bourg. Alors pour évoquer le coût de l'inaction climatique, vous avez le profil idéal. Gaël Legras le démontre et puis on vous retrouve juste après. Dominique Bourg, les mauvaises nouvelles liées au climat et à la biodiversité s'abattent sur nous avec la même violence que celle des glaciers qui détruisent des villages. Afin de sauver la nature, ce tout qui nous englobe et dont nous constituons un maillon, vous appelez à une profonde bascule de civilisation. Comment y parvenir? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. En parcourant l'actualité, on peut légitimement imaginer que notre disparition est proche. Aujourd'hui, la Cour des comptes publie un rapport dans lequel elle déplore, entre autres, la hausse du niveau des océans, l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes ou la pollution. Elle précise que le coût de l'inaction est nettement plus élevé que celui d'une transition écologique. Selon elle, en France, un scénario de statu quo des politiques menées face au dérèglement climatique entraînerait une perte de 11,4 points de PIB à l'horizon 2050. Dans le même temps, un réseau de surveillance brésilien nous informe qu'en 40 ans, la forêt amazonienne a été amputée d'une surface équivalente à l'Espagne, soit 49,1 millions d'hectares. Enfin, hier, des économistes internationaux ont estimé que cet été en Europe, les vagues de chaleur, de sécheresse et d'inondation ont coûté 43 milliards d'euros, plus de 10 milliards pour la France. Vous, depuis plus de 25 ans, vous alertez sur la catastrophe à venir. En 2001, vous étiez déjà très clair. On est aussi, si vous voulez, à cette période un petit peu charnière, où c'est seulement maintenant qu'on va s'apercevoir d'un certain nombre de dégâts qu'on n'a pas voulu, mais qu'on a produits. Dans votre livre, Leçon des limites planétaires, votre ton est désormais beaucoup plus tranchant, à l'instar des interviews que vous accordez depuis quelques années. Notre civilisation est une civilisation de fous alliés. Et donc, si on ne se contient pas,
Comment voulez-vous y arriver? Face aux 7 limites planétaires sur 9 que nous avons déjà franchies, changement climatique, érosion de la biodiversité ou encore introduction d'entités nouvelles comme le plastique dans la biosphère, vous proposez 5 leçons, dont la diminution de la démographie et une modification radicale de notre organisation économique. En conclusion, vous précisez, l'avenir nous dira si nous sommes une espèce condamnée à disparaître, tel un raté de la nature, ou si nous parviendrons à nous métamorphoser. Eh oui, vous n'avez pas. Oui, on est une espèce technique qui détruit l'habitabilité de sa planète. Alors vous n'y allez pas par 4 chemins, on est dans une dynamique écocidaire et suicidaire, mais vous ajoutez, mais on payera la note dans 30 ans. On commence à la payer. Là, vous l'avez vu, d'ailleurs, les chiffres que vous avez donnés sont très clairs. En fait, oui, on a en quelque sorte franchi un seuil. Je dirais qu'on est entré dans la première décennie noire. Alors, décennie noire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est confronté à des événements extrêmes. Si on prend par exemple là, les incendies de forêt cet été plus exactement, en Espagne, on est à plus de 400 000 hectares de forêt brûlée. On était plutôt en dessous des 100 000 auparavant. À l'échelle européenne, on est à plus d'1 million d'hectares. La forêt canadienne, forêt boréale, à nouveau 5 millions d'hectares. Des feux de forêt qui s'approchent de plus en plus, si vous voulez, des habitats. Vous regardez les pluies, eh bien, désormais, des pluies avec 100 mm d'eau à l'heure. C'est vraiment du Karcher. C'est de plus en plus fréquent. On voit ce que ça donne. Alors évidemment, quand vous avez un relief montagneux, ça donne des flux d'eau hyper destructeurs. Ça veut dire une première chose, si vous voulez, c'est que produire notre nourriture va devenir de plus en plus difficile. On voit, ça y est, maintenant, soit les rendements stassés, soit commencer à diminuer. Par exemple, en 2023, en Espagne, c'était 65% des surfaces céréalières où vous n'aviez pas un grain de céréales. Mais Dominique Bourg, ça fait des décennies que vous et les écologistes crient dans le désert. En 72, le rapport Midos sur les limites à la croissance alertait déjà. Rien ne bouge. Comment vous l'expliquez? Alors, pire que ça. Peu. Non, André, c'est bien pire. Peu à bouger, mais comme le montre d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes, on régresse. Ce matin. Alors, on régresse en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on régresse en termes de qualité de l'eau. D'ailleurs, la directive européenne nous disait 2015, ça fait déjà 10 ans. On dit 2027, mais franchement, vu ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le cas. On recule sur les pesticides. Vous avez vu la loi Duplon. Alors ça, c'est quand même un gag total. C'est-à-dire que pour réduire un risque de baisse de rendement, on est prêt à sacrifier la population, la santé, excusez-moi, du public, et à commencer par celle des agriculteurs eux-mêmes. Donc tout est à l'avenant en termes de plastique, de PFAS, etc. Ça repart à la hausse. En termes d'artificialisation nette des sols, on n'y arrivera pas, puisqu'au contraire, on repart sur l'artificialisation nette et pas le zéro net. Donc en fait, on fait l'inverse et on a un monde politique qui, sur ces sujets-là, c'est un monde qui nie les problèmes, si vous voulez. C'est-à-dire, on a une classe politique qui nous raconte n'importe quoi. Je donne un simple exemple, entendu ces jours derniers, mais il y a 2-3 jours, notre ami Trump nous racontait que grâce à lui et grâce aux actions contre le fentanyl, il avait sauvé l'an dernier 300 millions de vies américaines. Il y a 340 millions d'habitants aux États-Unis. Donc on en est là. Vous avez des gens qui vous racontent n'importe quoi, puis vous avez des poches d'expertise, des poches de science, alors la Cour des comptes, qui reste sérieuse. Qui ramène à la raison. Où est le citoyen dans tout ça? Mais vous ne croyez à aucune prise de conscience. Vous ne pensez pas, on est arrivé à un point de non-retour? Alors, qu'on soit arrivé à un point de non-retour en termes de niveau de dégradation, oui, ça c'est archi clair. On le voit presque tous les jours. Non, et la prise de conscience, vous l'avez eue, mais elle régresse. Alors, c'est assez difficile à compliquer, difficile à expliquer. Moi, une des hypothèses que j'ai, c'est que c'est pas une véritable régression, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens voient et ils l'éprouvent désormais dans leur chair. Ça, depuis 2018, c'était pas le cas avant. Mais c'est dur, et se dire que c'est le dérèglement climatique et d'autres problèmes écologiques, c'est dire que ça va s'accentuer, que ça sera chaque année de plus en plus difficile, et donc la réaction normale et humaine classique, c'est le déni. Mais le déni n'est pas pérenne, il dure qu'un temps. Après le déni, vient la colère. Et ça, c'est un avertissement que je donne à cette classe politique déjantée. La colère arrivera.
Dominique Bourg, il y a quand même une infime lueur dans ce paysage extrêmement ténébreux et enténébré que vous évoquez, du déni et de l'inaction climatique. Il y a une bonne nouvelle, donc, c'est le trou dans la couche d'ozone s'est réduit. Exactement, il est en train de guérir, de se régénérer. C'est ce que nous apprend un rapport de l'ONU. Et ce trou devrait totalement même se résorber d'ici 2050. Alors évidemment, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, s'est félicité de ce succès collectif. Lorsque les nations tiennent compte des avertissements de la science, des progrès sont possibles. Alors c'est vrai qu'en près de 40 ans, l'utilisation des produits chimiques responsables de la détérioration de la couche d'ozone a diminué de 99%. Et ça, eh bien, c'est grâce à l'entrée en vigueur du protocole de Montréal en 1987 et de la coopération de tous les pays signataires. Alors évidemment, la conséquence vertueuse, c'est que les risques de cancer de la peau, de cataracte et de dommages aux écosystèmes devraient eux aussi diminuer. Alors vous dites souvent que, eh bien, on court à la catastrophe si on ne fait rien. Là, c'est quand même la preuve que, eh bien, quand on fait preuve d'un engagement collectif, eh bien, les choses peuvent avoir un impact réel. Oui, mais alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le moment à partir duquel on a commencé à réagir et qui a conduit au protocole de Montréal, c'est le moment à partir duquel les industriels qui produisaient les CFC avaient des produits de substitution. Alors, c'est les chlorofluorocarbures. C'est des gaz dont on va servir pour les aérosols, pour plein de choses, et dans les réfrigérateurs, pour les compresseurs et tout. Et donc, c'était une utilisation massive de ces gaz qui, effectivement, détruisaient l'ozone dans les hautes couches de l'atmosphère. Et encore une fois, on a agi parce que c'était un produit circonscrit. C'est pas comme le pétrole ou le charbon qui innerve toute l'activité économique. Et c'est un produit pour lequel il y avait un autre produit de substitution qui permettait aux industriels en question de continuer, même d'engranger encore plus d'argent. Donc on était dans une configuration qui n'est pas du tout celle des autres problèmes écologiques. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est... Je ne serais pas aussi optimiste que ça, parce que le trafic aérien a une incidence sur la couche d'ozone, et c'est quelque chose qui pourrait repartir avec l'augmentation du trafic aérien. C'est quand même à peu près 3% de plus par an. Donc prudence. Voilà, prudence. Dominique Bourg, vous reprenez un terme, pullulation humaine, un terme qui avait été inventé par Jean Dorst, et vous évoquez un problème de croissance démographique. Vous êtes pour la décroissance, vous êtes pour une forme de sobriété et de décroissance économique, vous êtes pour une forme de décroissance démographique qui réglerait les problématiques des limites planétaires, justement. Alors, attendez, la croissance démographique, effectivement, c'est par rapport à la biodiversité, pas par rapport à d'autres choses, mais par rapport à la biodiversité, oui, c'est un enjeu. Mais en fait, ça se résout tout seul. Si vous prenez le taux de évidemment, si vous prenez le taux de fécondité en Corée, c'est 0,7 enfants, c'est pire que le jugement de Salomon, par femme. Donc là, en 3 générations, il n'y a plus personne. Et partout au monde, sauf dans les couches les plus pauvres d'Afrique francophone, et on pourrait très bien pointer ce sujet et y remédier, partout ailleurs, on est plutôt confronté à une décrue, même si on aura un pic à un moment donné, dans 10-20 ans, on verra bien... Voilà. Comment est-ce qu'on résout ce problème tragique qui est la disparition de la forêt amazonienne? En 40 ans, l'équivalent de la surface de l'Espagne a été déforesté, pour employer un néologisme assez moche. Alors ça, c'est une question très grave, parce que c'est pas que local. En fait, si vous voulez, sans forêt, les eaux qui viennent des océans ne pénètrent pas au fond d'un continent. L'essentiel des eaux qui abreuvent, si j'ose dire, la forêt amazonienne viennent de l'Atlantique. Et en fait, s'il n'y avait pas de forêt, ces eaux s'arrêteraient à 100 ou 200 km. En fait, une forêt, quand elle reçoit la pluie, elle va en restituer sous forme d'évapotranspiration à peu près la moitié. Et les forêts elles-mêmes émettent des aérosols, ça c'est des découvertes très très récentes, émettent des aérosols qui vont faire que les rivières volantes qui sont au-dessus de la canopée vont retomber en pluie. Et là, c'est très important parce que tout ça, ces rivières volantes, après, elles se ventilent en 2 flux, un flux qui part vers le nord, un flux qui part vers le sud. Et si vous supprimez, si vous passez en dessous d'un certain degré de surface de la canopée, tout le système s'effondre. Et donc, ce dont on a très peur aujourd'hui, c'est qu'avec la déforestation, les écosystèmes forestiers d'Amazonie s'effondrent. Je ne savais pas que vous étiez dendrologue, en plus d'être philosophe. Dominique Bourg, c'est remarquable cette analyse. On est obligé de s'informer. De s'informer. Superbe conclusion sur l'évocation d'une nouvelle spiritualité, élargir le cercle de l'éthique. Vous en appelez à cela dans votre ouvrage « Leçon des limites planétaires ». Merci d'être venu réagir à tous ces rapports. Merci à vous. Notamment celui de la Cour des comptes. Merci encore. On va passer à notre débat sur les conséquences de l'assassinat, restez 2 secondes avec nous encore, de Charlie Kirk, l'influenceur américain
hyper conservateur. Pas d'appel à l'unité de la part du gouvernement Trump, mais plutôt un néo-macartisme débridé incitant à la délation et aux dénonciations des gauchistes assimilés à des terroristes. L'Amérique gangrénée par la violence politique depuis sa fondation vit-elle les prémices d'une guerre civile culturelle? On en parle après la mise au point de Sandrine Calvez. Here we go. Salut tout le monde, c'est J.D. Vance en direct de mon bureau à la Maison-Blanche. Le vice-président américain a pris hier les commandes du podcast qu'animait chaque jour son ami conservateur Charlie Kirk, tué par balle. Sans détour, il a accusé la gauche radicale d'être en partie responsable de sa mort. Nous devons parler de ce mouvement d'extrémisme de gauche incroyablement destructeur qui s'est développé. Il n'y a aucune unité avec ceux qui célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk. Depuis l'assassinat de Charlie Kirk par un étudiant de 22 ans aux motivations encore floues, un climat de tension et de suspicion s'est installé. Des militants pro-Kirk traquent tout propos désobligeant sur celui qu'ils ont érigé en martyr. Bonjour, je m'appelle Quinn Pratt. Je débusque sur le net des gens qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk et je les signale à leur employeur. Et aujourd'hui, j'ai dit non. Justine du Nouveau-Mexique, tu es virée. Un licenciement express et brutal, c'est ce qui vient d'arriver à David, encore sous le choc. J'ai écrit que Charlie Kirk brûlait en enfer, parce que je pense que c'était pas une bonne personne. Le département du travail de l'Idaho m'a viré après ce commentaire sur Instagram, alors que c'était un compte privé. Une sorte de chasse aux sorcières ouvertement soutenue par Donald Trump. We are looking at names. These are really deranged people. And when you look at the agitators, you look at the scum that speaks so badly of our country, the American flag burnings all over the place. That's the left, that's not the right. Les appels à l'unité des démocrates n'y font rien. L'administration Trump accentue chaque jour la polarisation des débats. Alors les États-Unis basculent-ils dans l'autoritarisme et la violence politique? L'assassinat de Charlie Kirk représente-t-il un tournant pour la démocratie américaine? Et cela peut-il se produire également en Europe? Nos trois invités pour ce débat, Nicolas Conquer, bonsoir. Vous êtes porte-parole de Republicans Overseas France. Votre organisation représente Donald Trump. En France, selon vous, la guerre culturelle est la clé du combat que Charlie Kirk portait. Il y a une bataille anthropologique, ajoutez-vous. Elle doit se jouer dans les urnes, pas avec des balles. À côté de vous, Elisa Schell, professeure de sciences politiques à l'université de Nanterre. Dernier essai, La démocratie à l'épreuve du populisme, aux éditions Odile Jacob. Selon vous, la mort de Charlie Kirk sert l'agenda trumpien. Faire de Charlie Kirk un martyr républicain permet, selon vous, donc, de ressouder le camp conservateur et de réactiver le thème de l'ennemi intérieur. Et à côté de vous, Pierre Bourgois, vous enseignez à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, vous êtes spécialiste de la politique américaine. Votre dernier essai porte sur le néoconservatisme américain, est paru aux Presses universitaires de France, et vous estimez qu'il y a une violence verbale et dans les actes dans les deux camps. Si l'espace public se résume à des attaques sans débat, c'est un signe de déclin de la démocratie américaine. Et on démarre avec l'appel du jour, Benjamin. C'est celui lancé hier par le vice-président américain J.D. Vance qui a pris exceptionnellement la place de l'influenceur assassiné dans le Charlie Kirk Show, très regardé, et c'était en direct de la Maison-Blanche. Quand vous voyez quelqu'un se réjouir du meurtre de Charlie, a exhorté J.D. Vance, dénoncez-le, appelez son employeur. Nicolas Conquer, entendre le vice-président américain appeler à la délation, est-ce que ça vous choque ou pas? Je pense qu'on ne peut pas se réjouir d'une société qui se réjouit de la violence politique, des assassinats qui sont motivés et de danser sur la tombe de personnes qui viennent de mourir et qui a un père de famille. Je pense qu'il y a quelque chose qui est clé dans la société américaine qui s'appelle le principe du name and shame, sur lequel on va venir vous dénoncer et vous tenir responsable pour les propos que vous avez affichés. Vous les avez affichés publiquement, on n'est pas dans un contexte de chasse aux sorcières, c'est-à-dire on va vous exposer à la vindicte populaire. C'est d'ailleurs représenté dans un roman historique dans l'histoire américaine sur la lettre écarlate, sur laquelle il n'y a pas de distinction entre la sphère privée et la sphère publique. Et donc, il faut assumer ça. Quitte à jeter de l'huile sur le feu. Quitte juste à s'assurer qu'on n'amplifie pas une normalisation de la violence politique par des gens qui viennent se réjouir de quelqu'un qui vient être assassiné devant les caméras du monde entier. Donc je pense qu'il est nécessaire d'arriver à couper avec ces franges, qu'elles soient à gauche, qu'elles soient à droite, qu'elles soient au centre,
on ne justifie aucunement, on ne normalise pas, comme on a d'ailleurs même pu l'entendre sur des plateaux français, de dire qui sème le vent récolte la tempête. C'est absolument inacceptable. Alors après ce message, eh bien, des Trumpistes ont repris la célèbre phrase du président américain quand il était animateur de télé « You are fired », vous êtes viré, pour se réjouir ou appeler à des licenciements de dizaines de personnes. On va le voir sur Twitter, qui se serait réjoui de la mort de Charlie Kirk. Est-ce que pour vous, Elisa Schell, on peut parler de nouvelles sortes de chasse aux sorcières? Est-ce que c'est un mot que vous utiliseriez? Non, je ne crois pas, parce que la chasse aux sorcières, elle est orchestrée dans et par l'État. Là, c'est une grande différence. Ce sont principalement des influenceurs, des militants, des gens de la société civile qui prennent la parole pour exhorter les uns et les autres à se comporter d'une certaine manière. Donc là, on n'est pas dans une forme de chasse aux sorcières, on est plus dans une situation qui renvoie, à mon avis, au vigilantisme américain. C'est une tradition qui date du XVIIIe siècle et qui veut que ce sont les citoyens qui se font justice eux-mêmes et qui sont légitimés par leur appartenance populaire et par les valeurs qu'ils défendent. Donc c'est une vieille tradition aux États-Unis que ce soit la société civile qui prenne la parole, et je crois qu'ici ce n'est pas exactement une chasse aux sorcières au sens où on l'entendait du temps de l'anticommunisme, par exemple. Exactement. Oui, Pierre Bourgois, finalement, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux habituellement, quelque part, aujourd'hui. En effet, alors, cet épisode tragique donc, de la mort de Charlie Kirk nous montre en effet une forme de réalité bien trouble pour nos démocraties, qui est qu'en effet, Elisa Schell parlait du rôle de la société civile. On voit une société civile qui est de plus en plus polarisée, mais je dirais même plus que polarisée. Désormais, les adversaires politiques sont dépeints comme des ennemis politiques. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous évoquiez le fait que j'évoque les deux camps, c'est-à-dire que dans les deux camps, aujourd'hui, on perçoit en effet son adversaire politique comme un véritable ennemi politique. Et les réseaux sociaux, le format classique des réseaux sociaux, fait qu'on a évidemment, on laisse peu de place au dialogue de fond. Même si Charlie Kirk était dans ce dialogue-là. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que dans mais dans l'échange. Exactement. Dans l'échange. Dans ce qu'on dépeint comme Charlie Kirk, l'incarnation de la jeunesse, finalement, de la jeunesse en tout cas conservatrice, Charlie Kirk faisait quelque chose que peu de personnes font dans les deux camps, à savoir prendre le temps de débattre. Prove me wrong, exactement. C'est ça. Et il le faisait. Prouvez-moi que j'ai tort. Exactement, sur des campus parfois très marqués à gauche. Donc il y avait une forme de courage politique d'aller le faire directement face aux adversaires politiques. Et c'est vrai que c'est plus qu'un symbole du conservatisme américain, c'est peut-être l'un des rares qui osait affronter le débat d'idées aujourd'hui complètement polarisé. Nicolas Coingre, c'est pour ça qu'on est surpris quand on voit Matthew Dowd, ce journaliste, vous allez voir sur la chaîne MSNBC, il a été viré pour avoir tenu ses propos. Les pensées haineuses conduisent à des mots haineux qui conduisent ensuite à des actions haineuses. Bon, il exprime un propos. Pourquoi ce n'était pas un propos anodin. Aux États-Unis, garanti par la Constitution, le premier amendement qui garantit la liberté d'expression, les mots ne sont pas de la violence. Les mots ne sont pas de la violence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à dire les propos de haine mènent au geste de haine, vous venez à normaliser le fait que la victime, ici Charlie Kirk, serait lui-même l'auteur et le responsable de son propre assassinat. C'est absolument aberrant et du coup, il cherche à relativiser, normaliser. C'est anti-américain au possible. Ce qu'on a vécu là, que vous soyez d'accord avec lui ou surtout pas d'accord avec lui, c'est une vraie atteinte au fondement de la démocratie américaine. Vous venez saper cette liberté d'expression. Elle ne vient pas du gouvernement, elle vient de courants qui sont peut-être une menace intérieure, des groupements terroristes de l'intérieur, qui sont animés d'une idéologie et qu'on normalise, parce qu'on a amplifié ça, on peut en reparler sur en quoi les algorithmes favorisent ça. Mais donc vous devez vous réjouir que les démocrates aient condamné unanimement, de Bernie Sanders à Barack Obama et beaucoup d'autres, l'assassinat de Charlie Kirk. Il y a eu des prises de parole très claires et je m'en réjouis. Bernie Sanders le premier, il n'y a pas de oui, mais... donc il était vraiment très clair, très tranchant. Je suis plus partagé sur certains éditorialistes, certains commentateurs, et je peux vous dire, moi je suis du Minnesota, Ilhan Omar, vous regardez ses propos, sont tout simplement révoltants. Et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est unanime dans la classe politique. Il ne faut pas tomber là-dedans. Je pense qu'évidemment, il y a 85%, si ce n'est plus, de la société américaine qui est saine, et dans les franges, que ce soit à gauche comme à droite, il y a des gens qui sont chauffés à blanc pour avoir des mauvaises raisons, et il faut arriver à se détacher d'eux, et qu'ils reviennent dans le giron de l'état d'esprit plus sain. Elisa Schell, est-ce qu'en même temps on a entendu parler de l'ennemi de l'intérieur? C'est aussi ça qui est nouveau dans la rhétorique quelque part américaine de la part de Donald Trump ou pas? Pas du tout. L'ennemi intérieur, c'est quelque chose qui est présent depuis les temps de la Révolution. Il change de dans visage. Dans ces premiers temps de formation de la République, on parle justement de l'ennemi intérieur et on incite les citoyens à porter des armes. C'est le sens du deuxième amendement. Les citoyens doivent pouvoir se défendre
contre l'ennemi intérieur. Donc ça, c'est une rhétorique assez ancienne, qu'on a eu d'ailleurs aussi en France. Enfin, c'est un peu lointain maintenant, on ne s'en souvient pas, mais sauf qu'en France, la différence, c'est qu'on a forgé la notion de force publique, où c'est l'État qui monopolise la violence physique légitime. Là, la question, c'est celle de la légitimation de la violence. C'est-à-dire, est-ce que telle ou telle violence est légitime ? Et c'est ça le débat qu'on a au fond, puisque même si les élus démocrates, les grands élus démocrates nationaux ont pris parole pour dire qu'effectivement, il est clairement inacceptable que quelqu'un soit tué pour ses opinions, il y a aussi des moments de légitimation de la violence par les démocrates. On se souvient par exemple de Luigi Mangione en décembre 2024 qui avait assassiné le responsable d'une compagnie d'assurance privée en pleine rue, sous prétexte que le système de santé était injuste. On se souvient aussi des violences suite à l'assassinat de George Floyd, qui avait été marqué d'émeutes, etc., et qui avait été plus ou moins cautionné par les démocrates. Donc la question de la légitimité de la violence est vraiment au cœur, puisque elle est considérée comme légitime. Vous diriez que absolument. Elle est considérée comme légitime dès lors qu'elle est perçue comme étant de la résistance. Et c'est ça toute la question, c'est-à-dire que la résistance des uns peut être l'attaque contre l'ennemi intérieur des autres. La situation est parfaitement réversible, et il y a aussi une violence qui n'est pas partisane. La personne qui a tiré sur Donald Trump à Butler en Pennsylvanie n'avait pas d'affiliation politique très claire. Il avait même réfléchi à attaquer Joe Biden, d'après les papiers qu'on a retrouvés. Donc, il y a aussi cette situation-là. Avançons vers la notion, on va vous interroger à ce propos, de guerre culturelle. Avec vous, Anna, Charlie Kirk, qui était un influenceur MAGA parmi les plus emblématiques, communauté, je crois, de 12 millions de personnes qui le suivaient, d'abonnés, mais il n'était pas le seul. Non, il y a tout un écosystème d'influenceurs conservateurs gravitent en fait autour du mouvement MAGA et de Donald Trump, et ils ont tous décidé de mener une guerre culturelle, une grande guerre culturelle, via les réseaux sociaux notamment. De manière générale, ces influenceurs mettent avant tout en avant leurs valeurs chrétiennes, nationalistes, sont anti-IVG, anti-immigration, anti-wokisme et plutôt pro-armes à feu. Il y a, vous allez le voir, la jeune génération, Bryce Hall, 26 ans. Il a soutenu la dernière campagne de Donald Trump. Il se rêve en boxeur professionnel et lui, il a la plus grande audience auprès des jeunes aujourd'hui avec plus de 23 millions de followers sur TikTok. Et puis, il y a aussi Kay Trump, 18 ans, la petite fille de Donald Trump. Elle promeut, les idées MAGA entre deux parties de golf et touche Make America Great Again. Make America Great Again. Vous avez raison de le rappeler. Et elle touche un public jeune, féminin, avec plus de 3 millions d'abonnés. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a des influenceurs créateur de contenu, je pense à Ben Shapiro, 41 ans. Il est le fondateur du média conservateur Daily Wire, avec une communauté de près de 5 millions d'abonnés. Et Matt Walsh, 39 ans, proche du Daily Wire lui aussi. Il a son propre podcast. Il a réalisé 2 documentaires assez controversés. What is a Woman? Qu'est-ce qu'une femme? Et Am I a Racist? Est-ce que je suis raciste? Et depuis la mort de Charlie Kirk, eh bien, ces 2 influenceurs appellent les conservateurs, je les cite, à faire entendre leur voix plus haut et plus fort que jamais, et à reprendre le micro taché de sang là où Charlie l'a laissé. Alors Pierre Bourgois, quand on entend ça, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir des discours plus virulents, plus tendus sur les réseaux sociaux de la part de ces conservateurs dans les semaines ou mois à venir? Plus tendu sur le fond, je ne sais pas. Le discours actuel est déjà extrêmement, comme je disais tout à l'heure, polarisé. Et sur les enjeux de fond, Charlie Kirk, c'était quelqu'un qui prenait ouvertement position donc, contre l'avortement, contre l'immigration illégale, notamment. Donc je dirais que sur le fond, on va avoir les mêmes classiques, si vous voulez, les mêmes thématiques de part et d'autre, c'est-à-dire pour la gauche comme pour la droite. Je dirais qu'en effet, on a vu lorsque l'épouse de Charlie Kirk a fait son témoignage 2 jours ou 3 jours, je ne me rappelle plus, après sa mort, elle a appelé les conservateurs à reprendre le flambeau du combat donc, de Charlie Kirk. Donc en effet, ce qu'on peut, et c'est peut-être la déclaration de J.D. Vance, ce qu'on peut attendre, c'est en effet de voir des conservateurs au sens large, pas forcément influenceurs, personnalités politiques, qui prennent donc ce flambeau et qui essaient de reprendre le combat. Est-ce qu'ils arriveront à être aussi efficaces que Charlie Kirk dans son style, à savoir débattre avec tout le monde comme il le faisait? J'ai quelques doutes. Alors justement, Nicolas Congra, est-ce qu'on peut encore débattre aujourd'hui aux États-Unis? Et est-ce que ces influenceurs en particulier, est-ce qu'ils doivent craindre pour leur vie?
Justement, certains l'affichent désormais. Est-ce que ça va être possible? On se souvient l'année dernière, à Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Il y a un an, jour pour jour, Donald Trump fait l'objet d'une deuxième tentative d'assassinat sur son golf en Floride. Charlie Kirk qui meurt, sa seule arme à la main, c'était son micro. Il y a eu il y a 3 mois, il y a une élue démocrate qui a été... Hartman, qui a été assassinée avec son mari. Le couple Hartman, le mari de Là, Pelosi. je suis en train de dire, on est en train de parler à la question et je réponds, qui est de pouvoir donner des événements en public qui étaient davantage compétitifs parce que les conservateurs, eux, osaient ce terrain, aller au ras des champs. La campagne de Kamala Harris et des démocrates, c'est très virtuel. Regardez, Zoran Mamdani à New York, c'est que des vidéos TikTok. Mais Melissa Hartman, qui était une démocrate et qui était pour l'avortement, elle est aussi au contact des gens. Elle a été assassinée ainsi que son mari. Elle a été dans son domicile par quelqu'un qui est sans doute frappé de schizophrénie. C'est dramatique, c'est un drame. Mais allons pas faire de fausses équivalences. Là, on a un acte politique qui est motivé par une idéologie mortifère. C'est quelqu'un qui a été complètement endoctriné, sous emprise, par une idéologie LGBT qu'on a tous voulu nous passer à couvert. On va dire, non mais il n'y a rien, c'est sans doute un partisan de Charlie Kirk qui a tiré dans un excès d'excitation, quelqu'un sur la MSNBC qui vous dit ça. Je veux dire, il y en a marre de cette omerta où on se moque profondément de nous. Maintenant, est-ce que ça va être possible de le faire? Je pense que les gens, certes, il y a une émotion, de se dire, mais en fait, on va risquer notre vie, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je pense qu'ils vont se dire, il faut reprendre le micro de Charlie Kirk là où il est tombé, et c'est ce à quoi nous exhortait Erika Kirk, sa femme, à travers les pleurs de cette veuve qui vont paraître de part de monde. Est-ce que c'est une dispute idéologique exacerbée, notamment par cet assassinat, où il y a carrément un risque de guerre civile dont on parle depuis quelques mois aux États-Unis? C'est excessif ou pas? Je crois qu'il y a une instrumentalisation des faits de violence. Il y a d'une part une violence endémique aux États-Unis, récurrente, contre des démocrates, contre des républicains. Et puis, il y a la récupération politique de cette violence. Par qui? Là, en l'occurrence, c'est favorable à Donald Trump, clairement. C'est comme le cynisme de dire qu'il y a de la récupération. Attendez, laissez-moi terminer. Laissez parler Elisa Schell et vous répondrez après. Il y a tout intérêt, d'un point de vue politique pour Donald Trump, à réutiliser ces faits. Et d'ailleurs, il y a eu... encore quelques semaines, un fait qui a été ressorti au sujet d'une jeune femme, jeune ukrainienne, qui a été tuée très violemment dans les transports publics à Charlotte, en Caroline du Nord. Et ça sort au moment où Donald Trump est en difficulté sur l'affaire Epstein. Donc, il y a forcément une instrumentalisation politique de ces faits-là pour des raisons partisanes évidentes. Donald Trump a besoin de détourner l'attention aussi des cas qui sont des questions qui sont assez lourdes. En ce moment, la question de l'affaire Epstein qui divise le camp républicain, qui pourrait le compromettre dans un réseau de prédation sexuelle. Jeffrey Epstein. Donc, il y a aussi la question de sa politique concrète, c'est-à-dire la question de l'économie, les questions internationales, le président de l'appel, la guerre en Ukraine, la situation au Proche-Orient, alors que les bombardements sur Gaza ont repris encore aujourd'hui. Donc, je pense que ce type de fait, qui est, hélas, récurrent dans l'histoire américaine et aussi réutilisé à des fins plus court-termistes. Au lendemain du décès de George Floyd au Minneapolis, il y a eu donc le mouvement Black Lives Matter, qui s'est soldé par des mouvements d'émeutes violentes, de pillage, 2 milliards de dollars de dégâts matériels, des vies humaines qui sont passées, de la caution, voire même de la connivence avec des démocrates, notamment Kamala Harris, qui payait les cautions de ceux qui étaient retenus. Vous l'avez vu, on a vu quelques images, mais qui montrent la prière et le recueillement. Aujourd'hui, la violence, la colère, elle est internalisée, mais elle va être mobilisée en vue de mener le véritable combat qui va se jouer dans les urnes. Donc il n'y a pas eu d'échauffourée, d'émage, de violence à la suite de cette tentative qui est particulièrement violente et qui touche une personne qui est au sommet de l'édifice MAGA. C'était quelqu'un qui pouvait être un président en devenir de par son écho et sa connexion avec l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'on se trompe de débat. Le débat n'est pas sur la récupération politique. Je ne connais pas un seul événement politique qui ne connaît pas des récupérations politiques directes ou indirectes. Je veux dire, vous parliez de George Floyd, il est évident qu'à l'époque, le Parti démocrate s'est servi de cet événement, directement ou indirectement, pour faire avancer leur programme politique, leur opinion politique. Et c'est la même chose, évidemment, pour Charlie Kirk. Et je dirais que c'est faire même un mauvais procès. Imaginez une situation où les élus politiques ne parlent pas de cet événement et n'essayent pas de tirer l'événement, non pas pour des fins personnelles, même s'il y a toujours des fins personnelles dans une carrière politique, mais aussi simplement pour faire avancer un agenda politique. Ça me paraît tout à fait normal. Agenda politique, et parce que ça a eu un écho aussi en Europe. Elon Musk s'est invité samedi en duplex dans la manifestation d'extrême droite contre l'immigration qui avait lieu à Londres, où Charlie Kirk était
érigés en martyrs. Regardez. If this continues, that violence is going to come to you. You will have no choice. You're in a fundamental situation here where whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back or you die. You either fight back or you die. Elisa Schell, vous sentez une forme d'importation de ce qu'on voit aux États-Unis ici en Europe ? Alors, dans une certaine mesure, pour être brève, il y a à la fois des forces antidémocratiques qui agitent l'Europe, Elon Musk, des groupes pro-russes, qui font tout pour déstabiliser les démocraties et avancer leur agenda politique. Mais on a aussi en France, pour parler de notre pays, une situation avec des garde-fous différents de ceux des États-Unis. On a une violence beaucoup plus monopolisée par l'État, donc l'exercice de la force publique, le travail de la police, la surveillance territoriale, qui rend beaucoup moins probable la survenue. Ces garde-fous n'existent plus aux États-Unis aujourd'hui pour vous ? Ce dont vous dites qu'ils perdurent en France ? C'est juste que la violence est davantage... traverse davantage la démocratie américaine et davantage exercée par les groupes de la société civile de manière historique. Nicolas Conquer, le Premier ministre, a parlé à propos des propos d'Elon Musk, de propos incendiaires et dangereux. Je pense que là, l'hommage, moi je suis davantage placé sur le signe du recueillement et de l'hommage. Et donc c'est mon sens de l'initiative que nous montons à Paris ce vendredi pour rendre hommage, mais aussi de voir en quoi ce tribut, cet héritage qu'il nous laisse, il nous oblige. Vous ne répondez pas à la question, là je vous demandais si vous... Est-ce que c'est incendiaire? Je veux dire, là... Les propos du Premier ministre britannique, oui. Si on tue nos activistes et que vous ne ripostez pas, et la riposte, c'est la mobilisation, c'est Charlie Kirk, ça n'a jamais été un pro-violence, c'était un activiste, on l'a dit, au ras des champs, il tendait un micro, c'était sa seule arme, et sa seule violence, c'était de débattre. Et il le faisait avec un certain succès. Sur les connexions avec la société française, évidemment, je pense qu'il faut être inquiet. Alors, je rejoins Elisa Schell, c'est-à-dire que les racines profondes du problème seront peut-être les mêmes, mais c'est vrai que l'État français semble peut-être plus à même de répondre que l'État américain ou la société civile aux États-Unis est bien plus diffuse, bien plus importante également. Mais je dirais qu'attention, quand on voit les déclarations de certains responsables politiques français, dont je tairai le nom ici, je trouve que d'une manière générale, il y a une dégradation globale du débat démocratique aussi en France. Merci à tous les trois d'être venus débattre de façon apaisée. Merci infiniment. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. 53 ans après le Bloody Sunday en Irlande du Nord, 13 militants catholiques tués par des parachutistes britanniques. Un ancien soldat est jugé depuis hier à Belfast. Et une première mondiale en Albanie. La ministre en charge des marchés publics et de la lutte contre la corruption est une intelligence artificielle. C'est la vérité. Mais d'abord, le mot vedette du jour repéré par Thibaut Nolte. Padel, sport de raquette qui prend son envol. C'est incroyable, vous allez voir, c'est entendu. 500 000 adeptes du padel s'affrontent. Le padel s'installe dans le paysage. Tout le monde vous parle du padel. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Padel, mot espagnol dérivé de l'anglais paddle, traduisible par pelle, pagaie ou raquette, désigne un sport d'origine hispanique dérivé du tennis et matiné de squash, dont le succès en France est fulgurant. Dimanche 14 septembre, sur le stade de tennis de Roland-Garros, s'est achevée la 4e édition d'un des plus prestigieux tournois internationaux de padel. Si le paddle consiste à ramer debout sur une planche, le padel consiste à taper dans une balle de tennis avec une petite raquette à trous, sur une piste, et non un terrain, moitié moins grande qu'un court de tennis, 10 mètres sur 20, et emmuré. Le padel se joue uniquement en double, autorise les rebonds sur les parois et le service se fait à la cuillère. Le padel naît dans le Mexique des années 50, quand un businessman qui joue à la pelote basque chez lui installe un filet au milieu de l'aire de jeu. Ce court de tennis tuné avec une balle qui rebondit sur le fronton et les murs l'amuse beaucoup. En 1969, il achète une maison à Acapulco et recrée le principe dans son jardin avec une petite piste entourée de murs. Son épouse argentine exporte l'idée dans son pays natal, tandis qu'un de ses amis, prince espagnol conquistador de la jet set, squatteur de la maison d'Acapulco à l'hiver, est fasciné par ce drôle de tennis et se fait construire des pistes à Marbella. L'Espagne et l'Argentine sont ainsi devenues les deux grandes puissances mondiales du padel. Bien que bruyant et pas si inoffensif, en Espagne, le padel est le deuxième sport le plus populaire après le foot. Et en France, la FFT, dont il dépend, va claquer 85 millions pour ajouter 500 nouvelles pistes aux 3000 existantes et créer un centre national d'entraînement padel. Il est même question d'en faire un sport olympique en 2032. Mais si le padel a des ailes.
Mais bien sûr, et lui aussi, Thibault Nol, quel talent. Bon, vous revoilà pour vos chroniques, chère Marie et cher Xavier. Alors Xavier, 53 ans après le Bloody Sunday, le procès d'un ancien soldat, alors on le présente sous le nom de soldat F, ancien soldat britannique présumé donc coupable d'assassinat, s'est ouvert à Belfast hier en Irlande du Nord. Aucun militaire n'avait jusque-là été jugé pour ce dimanche sanglant, donc en Irlande. Et vous nous en parlez. Oui, ce 30 janvier 1972, c'est donc un dimanche, une manifestation est organisée à Derry, en Irlande du Nord, par une association, l'association nord-irlandaise pour les droits civiques. Elle dénonce en fait la politique mise en place par le Royaume-Uni, une politique d'internement systématique, sans procès, de celles et ceux qui s'opposent à la présence britannique. Alors, ils s'y opposent parfois les armes à la main, avec vraiment cette volonté de dénoncer ce qu'ils considèrent ce qui est une colonisation. Et c'est une lutte sur le temps long. Ah oui, oui, on peut le dire, parce que la lutte commence dès le XVIe siècle, hein, quand les Britanniques, enfin quand les Anglais à ce moment-là arrivent. Et l'association là dont je vous parlais pour les droits civiques, elle est créée au début des années 1920 à la suite de la guerre d'indépendance, durant laquelle une tuerie a eu lieu. C'est-à-dire qu'en représailles de l'assassinat d'agents britanniques par des nationalistes irlandais, eh bien, les Britanniques justement tirent dans la foule à Dublin lors d'un match de foot. Et comme cela se passe un dimanche de novembre 1920, c'est le premier Bloody Sunday. Eh bien, ce Bloody Sunday-là de 1920, il est toujours dans les mémoires 52 ans plus tard, au moment de la manifestation pour les droits civiques, une manifestation pacifique. Mais là encore, l'armée britannique tire dans la foule. Il y a 14 morts, dont des adolescents. Réaction des autorités. Et c'est là tout le problème, Elisabeth. Parce que, bien sûr, le Royaume-Uni lance tout de suite une enquête avec une sorte de tribunal qui est confié par un pur produit du système judiciaire britannique, c'est le baron Wedgery, qui travaille bien, il interroge les gens, et il conclut que non, les parachutistes ont été forcés de tirer. Et là, en Irlande, c'est reçu comme un déni de justice. C'est une plaie béante qui ne se referme pas. Et c'est dans ce contexte, d'ailleurs, qu'en 1983, le groupe U2 sort sa chanson, célèbre chanson Sunday, Bloody Sunday. Tous en tête, cette chanson-là, c'est la dénonciation de la version officielle de ce qui s'est passé lors du Bloody Sunday de 1972. Mais c'est pas seulement par la chanson, cette dénonciation. En 1997, vous avez un documentaire à la télévision sur Channel 4 qui remet tout sur la table et qui interpelle les téléspectateurs et les téléspectatrices au point que le Premier ministre du moment, Tony Blair, est forcé de rouvrir l'enquête et de nouveaux procès. Eh bien, le procès qui a lieu en ce moment s'inscrit dans cette longue histoire, une histoire sanglante, vous le voyez bien, qui est restée dans les mémoires, tout comme la chanson Sunday Bloody Sunday va vous rester en tête toute la soirée. Mais c'était ça aussi l'idée, c'était qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, qu'on comprenne et aussi qu'on se souvienne des victimes. Qu'on se souvienne des victimes il y a 53 ans. Merci Xavier. Marie, on part en Albanie, une intelligence artificielle est devenue ministre. Voilà. Allons bon. C'est ça. Elle s'appelle Diela. Ça veut dire soleil en albanais. Donc vous voyez, elle porte la tenue traditionnelle de ce petit pays des Balkans. Et pour le reste, je ne peux pas vous dire grand-chose. Alors, puisqu'elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de passé, elle n'a pas de casserole, elle est totalement virtuelle. C'est un avatar que les Albanaises et les Albanais connaissent déjà parce que ça fait quelques mois que Diela aide à remplir des formulaires administratifs en ligne sur une plateforme qui s'appelle e-Albania. Mirëseardhët në Albania. Unë jam asistenti juaj virtual, I krijuar nga intelligenza artificiale. C'est apaisant, non? Bon alors, c'est le mot. La semaine dernière, elle est montée en grade. Elle a été choisie par un humain, un vrai, l'homme fort de l'Albanie. C'est le socialiste Edi Rama, qui entame sa 4e législature au poste de Premier ministre. D'aucuns parlent d'autoritarisme. Edi Rama, donc, a nommé cette Diela ministre des marchés publics. Alors, pourquoi mettre un robot à ce poste? Eh bien, c'est censé lutter contre la gangrène du pays, qui est la corruption. L'Albanie est classée 80e au baromètre annuel qui fait autorité dans ce domaine. C'est le classement de Transparency International chaque année. Voilà, donc c'est des scandales, il y en a plein. Je vous dis juste le dernier en date, c'était le maire de Tirana, donc quand même considéré comme le dauphin de Edi Rama, donc ça la fout mal. Voilà, il est en prison pour corruption depuis cet hiver. Sauf que Bruxelles exige de mettre un terme à cette corruption endémique si l'Albanie veut entrer dans l'Union européenne. Or, Edi Rama se dit europhile, convaincu
Il a même promis à ses concitoyens, il dit l'Albanie sera européenne en 2030. 2030, c'est après-demain. Donc, Diela, c'est un splendide coup de com' pour afficher les efforts actuels du gouvernement contre la corruption. Coup de com', et parce que c'est impossible dans la Constitution, c'est interdit de mettre un robot à la place du ministre. Mais peut-être quand même un vrai progrès, selon certains experts en éthique politique, qui voient quand même un potentiel, parce que c'est un algorithme qui va accélérer les processus de marché public. Il y aura une traçabilité de chaque euro dépensé, nous promettons, et puis moins de favoritisme, puisque les mêmes règles devraient être appliquées à tout le monde. Voilà, à voir. Je rappelle tout de même, pour finir, que les intelligences artificielles ne sont jamais pures, puisqu'elles sont fabriquées par des trucs pleins de défauts que sont les êtres humains. Tout ça pue, hein, en odorama. Merci Marie. Et merci à tous. Et comme nous avons appris aujourd'hui la mort de l'acteur Robert Redford, Arte Chérie lui rend hommage demain soir avec un de ses films mythiques, légendaires, et au milieu coule une rivière. Ce sera donc demain à 21h, après nous à 20h05. Tchuss.